À l'intérieur d'une machine à IRM, de l'eau bout dans un bocal. Bleu l'observe, songeant qu'il vaut mieux se méfier de celle qui dort. Quand Bleu gagne, soit chaque fois, elle passe à la suite. Elle savoure ses victoires rétrospectivement, entre les missions, ne se les remémore que durant ses voyages. En amont, vers le passé stable, ou en aval, vers le futur effiloché, comme les vers d'une poésie que l'on affectionne. Elle peigne, ou noue les fils du temps, avec la finesse ou la brutalité requise, puis s'en va. Elle n'a pas pour habitude de traîner, car elle n'a pas pour habitude d'échouer. La machine à IRM se trouve dans un hôpital du XXIe siècle, étonnamment vide, évacué, constate Bleu, mais qui n'a jamais rien eu de remarquable, niché dans le cœur vert d'une forêt traversée par des frontières. L'hôpital était censé être plein. La mission de Bleu consistait en une délicate opération d'infection. Un docteur en particulier devait s'intéresser à une nouvelle souche de bactéries, afin de poser les bases d'une distorsion de son monde qui l'éloignerait ou rapprocherait de la guerre biologique, en fonction de la manière dont l'autre camp répondrait à cette offensive de jardin. Mais l'occasion s'évanouit, la brèche se renfermait, et la seule chose que Bleu a trouvée, c'est un bocal dont l'étiquette indique « Lire en portant à ébullition ». Alors, elle attend près de la machine à IRM et songe au supplice de la symétrie qui enregistre les mouvements aléatoires de l'eau, les os magnétiques posés comme des lentilles sur la face thermodynamique de l'univers, qui consignent chaque expansion, chaque éclatement de molécules avant qu'il ne survienne. Une fois que la machine a fini de traduire en chiffres la température du liquide, Bleu prend le compte rendu dans la main droite et, de la gauche, insère la clé dans la serrure de la feuille recouverte de lettres. Elle lit et ouvre des grands yeux. Elle lit et les données deviennent plus difficiles à extraire de l'intérieur de son poing serré. Mais elle rit aussi, et le bruit se répercute dans les couloirs vides de l'hôpital. Elle n'a pas l'habitude d'être frustrée. Quelque chose la démange, même pendant qu'elle médite sur la manière de transformer cet échec en opportunité. Bleu déchiquette la feuille et le texte crypté, puis saisit une baramine. Dans un sillage, une fouilleuse entre dans la pièce dévastée, trouve la machine à IRM, s'y introduit. Le bocal d'eau a refroidi. Elle fait couler le liquide tiède dans sa gorge. Ma si insidieuse Bleu, comment commence-t-on ce genre de choses? Cela fait bien longtemps que je n'ai pas engagé une conversation. Nous ne sommes pas aussi isolés que toi, pas autant enfermés dans nos propres têtes. Nous pensons publiquement. Nos notions s'informent, se corrigent, s'étendent, évoluent. Et c'est pour cela que nous gagnons. Même durant les entraînements, les autres cadets et moi nous connaissons comme l'un connaît en rêve que l'on a fait enfant. J'ai salué les camarades que je pensais n'avoir jamais rencontrés pour découvrir que nos chemins s'étaient croisés dans un coin étrange du cloud avant que nous n'ayons fait connaissance. Du coup, je ne suis pas trop douée pour la correspondance. Cependant, j'ai scanné assez de livres et indexé suffisamment d'exemples pour m'essayer à l'exercice. La plupart des lettres commencent par une adresse au lecteur. Cela étant déjà fait, je peux passer au sujet qui nous intéresse. Je suis désolée que tu n'aies pas pu rencontrer le bon médecin. Elle est importante. Plus précisément, la fille de sa sœur le deviendra si elle leur rend visite cet après-midi et qu'elle discute des motifs récurrents dans le chant des oiseaux et qui aura été fait quand tu liras ces lignes. Les ruses que j'ai utilisées pour qu'elle échappe à ton emprise, une panne de moteur, un beau jour de printemps, une suite de logiciels trop efficace et trop bon marché pour être honnête, que son hôpital a acheté il y a 2 ans et qui permettent au bon docteur de travailler depuis chez elle. Ainsi, nous tressons le brin 6 et le brin 9. Et notre glorieux futur de cristal brille si fort que je vais avoir besoin de lunettes de soleil, comme dit le prophète. En repensant à notre dernière rencontre, j'ai préféré m'assurer que tu pourrais subvertir un autre rampant, d'où l'alerte à la bombe. Un procède grossier, mais efficace. J'apprécie ta subtilité. Toutes les batailles ne sont pas grandioses.
Toutes les armées ne sont pas féroces. Même nous, qui combattons à travers le temps, oublions la valeur d'un mot prononcé au bon moment, d'un bruit dans le bon moteur, d'un clou dans le bon sabot. Il est si facile de détruire une planète que l'on peut négliger la valeur d'un murmure susurré à la neige. S'adresser au lecteur, c'est fait. Parler de nos affaires communes, fait aussi, ou presque. Je t'imagine en train de rire en lisant cette lettre, incrédule. Je t'ai vu rire, je crois, dans les rangs de l'armée toujours victorieuse, tandis que tes marionnettes incendiaient le palais d'été et que je récupérais ce que je pouvais des merveilleux mécanismes d'horlogerie de l'empereur. Tu marchais, hautaine et farouche, dans les couloirs, pourchassant en nageant sans savoir qu'il s'agissait de moi. Alors, j'imagine le feu qui miroite sur tes dents. Tu penses t'être introduite en moi, avoir semé des graines ou des spores dans mon cerveau, quelle que soit ta métaphore végétale préférée. Mais ceci est ma réponse à ta lettre. Nous avons désormais entamé une correspondance. Et si tes supérieurs la découvrent, elle déclenchera une série de questions que tu jugeras, je pense, inopportunes. Qui infecte qui? De mon temps, nous savons qu'il n'y a jamais 2 chevaux sans 3. Reprendras-tu, instaurant une complicité, poursuivant nos traces écrites autodestructives, juste pour avoir le dernier mot? Prendras-tu tes distances, laissant ma note dérouler ses mathématiques fractales à l'intérieur de toi? Je me demande ce qui me plairait le plus. Enfin, conclure. C'était amusant. Mes hommages aux vastes membres de pierre s'entranquent. Rouge. Rouge cherche son chemin dans un labyrinthe d'ossements. D'autres pèlerins errent ici, portant des tuniques safran ou brunes, tissées à la main. Des sandales bruissent sur la pierre, des bourrasques sifflent dans les méandres de la grotte. Demandez aux pèlerins d'où vient le labyrinthe. Leurs réponses sont aussi nombreuses que leurs péchés. Il a été construit par des géants, affirme celui-ci, avant que les dieux ne les tuent, abandonnant la terre et son destin aux mortels. Oui, c'est la Terre, bien avant l'âge de la glace et les mammouths, bien avant que les universitaires, plusieurs siècles en aval, n'envisagent que la planète ait pu produire des pèlerins ou des labyrinthes. La Terre. Le premier serpent abattit le labyrinthe, dit un autre, forant le sol pour fuir le jugement du soleil. Il a été crêpé par l'érosion et la lente puissance de la tectonique des plaques, explique un troisième. Des forces trop grandes pour que nous autres, cafards, puissions les concevoir, trop lentes pour que nous autres, éphémères, puissions les observer. Il avance parmi les morts, sous les chandeliers de clavicules, les rosaces cernées de cages thoractiques. Les circonvolutions des fleurs sont bordées de métacarpes. Rouge ne demande rien aux autres pèlerins. Elle a une mission, elle fait attention. Elle ne devrait rencontrer aucune opposition en effectuant une si légère torsion, aussi loin en amont. Au cœur du labyrinthe, il y a une caverne, et bientôt, dans cette caverne, s'engouffrera le vent. Et si ce vent souffle sur les bons os ranurés, un pèlerin interprétera ce hurlement comme un présage, qui le conduira à renoncer à ses biens temporels et à s'y retirer sur le versant d'une montagne lointaine pour y construire un ermitage. Ermitage qui pourra, dans 200 ans, abriter une fugitive et son enfant pendant une tempête, et ainsi de suite. Faites rouler en cailloux, et, dans 3 siècles, vous obtiendrez une avalanche. Il n'y a rien de glorieux dans une telle mission, et peu de difficultés tant qu'elle soit son programme à la lettre. Pas même une provocation pour venir la détourner de son chemin. Son adversaire, Bleu, a-t-elle seulement lu sa lettre? Rouge a apprécié l'exercice. La victoire est savoureuse, mais un triomphe arrogant l'est plus encore. Oser riposter. Depuis, durant chaque opération, elle surveille ses arrières, se déplace en redoublant de prudence, s'attendant à des représailles ou à ce que commandant découvre sa petite désobéissance. Là lui fait se payer. Rouge a déjà préparé son excuse. Depuis cette insubordination, elle est plus efficace, plus méticuleuse. Mais aucune réponse n'est venue.
Elle s'est peut-être trompée. Peut-être qu'après tout, son ennemi s'en fiche. Les pèlerins suivent des guides le long du sentier de la sagesse. Rouge s'en va et emprunte de passages étroits et tortueux dans le noir. L'obscurité ne la dérange pas. Ses yeux ne fonctionnent pas comme des yeux normaux. Elle hume l'air et des analyses olfactives apparaissent fugitivement dans son esprit, formant une piste. Dans un renfoncement spécifique, elle sort de sa couche en petit tube qui projette une lumière rouge sur les squelettes alignés à l'intérieur. La première fois, elle ne trouve rien. La deuxième, la lumière révèle une bande scintillante qui pulse sur ce fémur, cette mâchoire. Satisfaite, elle place les ossements dans son sac, puis éteint la lumière et s'enfonce plus profondément vers le bas. Imaginez-la dans la nuit noire, invisible. Imaginez ses pas, un par un, qui jamais ne fatiguent, jamais ne glissent sur le gravier ou la poussière de la caverne. Imaginez la précision avec laquelle sa tête pivote sur un cou épais, décrivant un arc mesuré d'un côté à l'autre. Écoutez, vous pouvez écouter, les gyroscopes ronronnaient dans ses entrailles. Les lentilles cliquetaient sur la gelée camouflage de ses yeux dans noir profond. Elle se déplace aussi vite que possible, dans la limite de ses paramètres opérationnels. D'autres lumières rouges, d'autres os qui viennent rejoindre leurs semblables dans le sac. Elle n'a pas besoin de consulter sa montre. Un chronomètre défile au coin de sa vision. Quand elle pense avoir trouvé tout ce dont elle a besoin, elle le sent. Loin, en dessous du sentier de la sagesse, les maîtres de cet endroit sombre ont manqué de cadavres. Les niches demeurent, attendent, peut-être l'arrivée de Rouge. Puis, même les niches finissent par disparaître. Peu de temps après, des gardes l'assaillent. Légion dépourvue d'yeux élevés par les maîtresses aux dents acérées de ce lieu. Leurs ongles sont jaunes, épais et fissurés. Ils ont meilleure haleine que l'on pourrait s'y attendre. Rouge les brise rapidement et sans bruit. Elle n'a pas le temps d'opter pour une approche moins violente. Quand leurs gémissements se perdent dans le lointain, elle atteint la caverne. Elle sait, à l'écho différent de ses pas, qu'elle a trouvé l'endroit. Lorsqu'elle s'agenouille et tend la main devant elle, elles sont 10 centimètres de sol, puis l'abysse. Les bourrasques glacées qui fouettent le visage, le souffle la terre, ou d'un gigantesque monstre beaucoup plus bas. Le vent hurle. Le bruit agite les mobiles d'os que les nonnes ont assemblés ici pour se rappeler l'impermanence de la chair. Les os chantent et tournent, suspendus dans le noir à des ficelles de moelle. Rouge cherche son chemin à tâtons le long du rebord, cherche l'un des gigantesques troncs d'arbres ancrés dans la pierre, auxquels les mobiles sont accrochés. Elle se cale sur le tronc jusqu'à atteindre les ossements d'une onde pendue là par une de ses consoeurs. Le chronomètre au coin de son œil l'informe que le temps est compté. Elle coupe les liens qui en tiennent les vieux ossements avec ses ongles aussi tranchants que le diamant, sort le remplaçant de son sac, les accroche un par un à la corde de moelle, accolant crâne et péroné, mâchoire et sternum, coccyx et appendice xiphoïde. Le compte à rebours les graines. 7, 6. Elle forme rapidement les nœuds, à l'aveugle. Ses membres l'informent qu'il souffre, aux endroits où elle est accrochée à cet antique tronc, au-dessus d'un vide insondable. 3, 2. Elle lâche les os dans le gouffre. 0. Une bourrasque fend la terre, rugit dans les ténèbres. Rouge serre le tronc pétrifié, plus ardemment qu'une amante. Le vent culmine, hurle, secoue les ossements. Une note nouvelle vient couvrir le cliquement, réveillée par le vent de la caverne qui souffla à travers les trous précis que Rouge a percés dans les éléments osseux de son mobile. La note s'amplifie, change, enfle, devient une voix. Rouge écoute, les dents serrées, arborant une expression qu'elle-même ne saurait déchiffrer. De la stupeur, oui, de la fureur aussi. Et quoi d'autre? Elle scanne la caverne obscure, mais ne détecte aucune signature thermique, aucun mouvement. Pas de signal radar,
pas de rayonnement électromagnétique ou de traînées de condensation. Évidemment, elles se sentent glorieusement vulnérables, prêtes pour le coup de glace et de grâce ou le moment de vérité. Trop vite, le vent meurt, et la voix avec lui. Rouge jure dans le silence. Se souvenant de l'époque où elle invoque les dieux locaux de la fertilité et les voue à d'inventives formes de copulation. Puis, ayant épuisé son arsenal d'invectives, elle grogne et crache dans l'abysse. Après tout cela, comme cela a été prédit, elle rit, frustrée, amère, mais percevant néanmoins le comique de la situation. Avant de partir, Rouge scie la branche à laquelle elle a suspendu les os. Le pèlerin qu'elle voulait façonner a disparu. L'ermitage ne sera pas construit. Désormais, elle va devoir réparer de son mieux les dégâts. Les os abandonnés dégrignolent, tombent. Mais ne vous inquiétez pas, la fouilleuse s'en saisit avant qu'elle ne touche le sol. Ma chère Rouge, au croc ensanglanté, tu avais raison, j'ai ri. Ta lettre était fort bienvenue, et j'ai appris beaucoup de choses. Tu imaginas le feu luisant sur mes dents. Connaissant l'attention extrême que tu portes aux détails, je me suis dit qu'il fallait pimenter un peu les choses. Je devrais peut-être commencer par des excuses. Ceci n'est pas, je le crains, le présage que tu attendais. Pendant que tu écoutes mes paroles, tu devrais réfléchir à qui appartiendraient ces os évidés et percés constituant ma lettre. Ce pauvre pèlerin qui aurait pu exister. Pourquoi laisser des traces écrites autodestructives quand on peut se livrer à une session de gravure tout en détruisant une ressource ennemie et laisser le vent venir chatouiller l'ivoire? Ne t'inquiète pas, il a eu une belle vie. Peut-être pas celle que tu aurais voulu qu'il mène. Malheureux, mais utile à la postérie, accueillant les plus faibles, criblant les cartes perforées de l'avenir, une nouvelle vie après l'autre. Au lieu de construire un ermitage, il est tombé amoureux. Il a composé de magnifiques morceaux de musique avec ses amis, a beaucoup voyagé, a tiré les armes à une impératrice, a fait fendre son cœur, a fait passer l'histoire d'un sillon à un autre. Si je ne m'abuse, le brin 22 croise le brin 56 et quelque part en aval, un bouton a fleuri, gonflé de promesses. Je suis flattée de ton attention soutenue. Sois sûr que je t'ai observé longuement, intensément, pendant que tu assemblais mon petit projet artistique. T'immobiliseras-tu ou te détourneras-tu vivement quand tu te rendras compte que je t'observe? Me verras-tu? Dans le cas contraire, imagine que je te fais signe. Je serai alors trop loin pour que tu puisses distinguer ma bouche. Je plaisante. Quand les vents tourneront, je serai parti depuis longtemps. Tu as quand même regardé, non? Je t'imagine aussi en train de rire, dans l'attente de ta réponse. Bleu.